Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le vendredi 23 septembre 2022 et je continue mes digressions à partir de cet ouvrage, L'Utopie. Voilà. C'est un recueil d'extraits de philosophes, de penseurs, d'utopistes, de fous furieux, peut-être, je sais pas. Bref, je sais pas comment on peut qualifier finalement tous ces uluberlus et ces grands penseurs en même temps. Je dis ça sans aucune moquerie méchante en fait, hein, parce que je les trouve, malgré des fois leurs excès, je les trouve euh, bons. Voilà, c'est des écorchés la plupart qui souffrent de voir la souffrance de leurs frères humains et qui cherchent un moyen de sortir leur esprit de ce marasme pour aller vers quelque chose d'objet, de positif, de gai, de joyeux, etc. Et je pense qu'en plus, ils ont raison. L'humanité va vers son ultime perfection. C'est mon avis. J'essaie de le démontrer sur la mécanique universelle. Et je pense que c'est notre chemin obligatoire. Alors, je ne sais pas si on y réussira, si on... mais en tout cas, j'essaie de démontrer que c'est ce qu'il se passe. Voilà, nous sommes... j'essaie de constater ce qui a évolué depuis que nous avons quitté le royaume de la nature, lorsque nous étions des primates naturels, et que nous avons commencé à nous répandre sur cette planète, à essayer de nous adapter à tous les milieux possibles. Et pour revenir maintenant, euh, nous rassembler, c'est ce qu'on peut mesurer comme tout, toute la technologie, la, la science, l'organisation sociale de l'humanité, tout converge pour nous dire qu'on va vers l'unité. On, est on a créé les structures pour fonctionner de façon, les bases au moins de ces structures pour fonctionner universellement. L'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, etc. Il y a tous ces organismes-là, il y en a encore d'autres, beaucoup, pour fonctionner universellement. Donc, on a déjà les bases et on est en train de se rassembler péniblement, je vous l'accorde, et avec violence, et avec par l'antagonisme, bien souvent encore, parce que c'est notre moyen de, d'agir quand on peut pas dépasser certaines surdités. Ben c'est la violence, la guerre, les choses comme ça qui vont les dépasser, qui vont finir par les dépasser. Ça va user les égos. Voilà, il y a deux compétiteurs qui veulent pas lâcher prise, comme dans une cour de récréation. Les deux dominants sont là, ils vont se bagarrer. S'ils sont de force égale, on va réussir un petit peu à les séparer, mais ils vont repartir dans la bagarre jusqu'à ce qu'ils soient épuisés, qu'ils finissent par dire bon, c'est bon, on arrête, on, on se, on change de truc, voilà. Ou alors, malheureusement, bien souvent, il y en a un qui arrive à anéantir l'autre et l'autre finit par démissionner ou par voilà. On sait comment ça peut se finir les différents modèles qui peuvent finir ce truc. Donc voilà. Alors là, donc c'est en lien avec le site mécaniqueuniverselle.net sur lequel j'essaie d'expliquer cette théorie dont je vous parle là. Voilà, donc je vous renvoie à cette... Alors là, je vais lire, j'ai ouvert le livre et je découvre en même temps. Hein, c'est ma façon de travailler, je découvre, je lis et je digresse à partir de ça.
Là, j'ai ouvert et je suis tombé sur l'abbé de Saint-Pierre, en route vers l'âge d'or. L'abbé de Saint-Pierre, projet pour perfectionner le gouvernement des États. Voilà, ouvrage de politique à Rotterdam en 1733, ça a été publié. Donc, avant la Révolution. Et voilà, c'est quand même... bon, voilà, on sait, j'ai fait une vidéo sur ce que représente l'âge d'or dans la pensée humaine, dans l'humanité. Donc je lis et je digresse. Dans la littérature et la pensée antique, le thème de l'âge d'or manifeste d'ordinaire la nostalgie d'un passé heureux, la condamnation de l'actuel âge de fer et, par suite, l'identification de l'histoire à un irrésistible mouvement de décadence. Alors ça, c'est l'introduction qui est faite, il me semble, par Frédéric Rouvillois, celui qui a rassemblé, le philosophe qui a rassemblé ces textes. Donc, l'histoire a un irrésistible mouvement de décadence. L'aventure humaine se résume alors à une dégradation qui fait passer l'humanité d'un état d'innocence et de concorde à une situation où règne l'injustice, la discorde, la violence et la pauvreté. Au début du XVIIIe siècle, la perspective s'est inversée. Suivant l'abbé de Saint-Pierre, 1658, sa naissance, 1743, sa mort, non seulement les anciens se sont et nous ont trompés en prétendant que l'âge d'or a été le premier, mais leur erreur même permet de démontrer que cet âge d'or doit advenir dans le futur, au terme du processus historique. Eh bien, je pense comme ça. C'est incroyable, en fait. Tout a été dit, finalement. C'est ça qui est vraiment incroyable dans cette... Dans la pensée humaine, c'est que je retrouve constamment, sans les avoir lus avant, en fait, je marche sur les pas de certains hommes qui ont déjà marché à ces endroits, pensé, réfléchi à ça. Et évidemment, je prends appui à ce système cyclique qu'on voit en Asie, par exemple, un monde comme ça qui serait cyclique, ou même chez les Grecs anciens, pour dire que c'est la même chose dans les religions monothéistes, judaïsme, christianisme, islam, sauf que c'est linéaire, c'est-à-dire ça part d'un point où nous étions primates, en somme, et on va vers un point d'âge d'or de perfection. Voilà. En effet, s'ils ont pu croire en leurs propres fables, c'est précisément parce qu'ils étaient anciens, et donc moins éclairés, moins raisonnables que leurs successeurs, parce qu'ils se situaient à un stade antérieur, et donc inférieur, de l'évolution intellectuelle de l'humanité. C'est pas inférieur en qualité, parce que quand on lit Platon, on voit ou Aristote ou Saint-Augustin ou Maïmonide, où on voit à quel point la pensée, les penseurs étaient des génies, tout simplement. Et bon, voilà. Alors techniquement, oui, on a le progrès a fait d'énormes progrès, mais ils n'étaient pas inférieurs. Ils disposaient pas des mêmes connaissances. Nous, on bénéficie de tout ce que l'humanité a accumulé comme connaissances, a stocké et peut stocker. C'est hallucinant. C'est incroyable voilà, il y a peut-être 500 milliards de livres sur cette planète-là aujourd'hui. Et sans compter, que tout ça sera dans des banques de données. C'est incroyable, les progrès que l'humanité a fait depuis sa naissance. Voilà jusqu'où ont été les lumières et les fictions des anciens poètes. Il était impossible qu'ils aillent plus loin,
qu'ils ne se fourvoient pas, de même qu'il est normal que nous puissions discerner leurs erreurs. Point. À lui seul, le progrès explique tout ceci, de même qu'il nous donne la certitude de parvenir, dans un proche avenir, à cet âge d'or que les anciens croyaient disparu à jamais. L'abbé de Saint-Pierre d'Utopie, comme l'appelait Voltaire, philosophe mineur mais démesurément influent, voilà. Eh ben oui, il était peut-être mineur, mais démesurément influent. Et Voltaire, qui ne croyait pas à ça, et qui pourtant disait qu'une telle montre, en parlant du monde ou de l'univers, c'était étonnant qu'il n'y ait pas d'horloger, ou qui se moquait de Leibniz, pour qui tout est parfait dans le meilleur des mondes. Voltaire, qui était comme on retrouve aujourd'hui des philosophes qui sont de la nature de Voltaire, qui ne veulent pas croire qui forcent sur l'athéisme, qui sont des polémiqueurs en somme, dans cette chose-là. Mais l'humanité ne se trompe pas. C'est pas Voltaire qui est mis comme le grand philosophe de notre évolution. C'est un philosophe, à mon sens, qui est un peu considéré comme mineur, même si c'est très intéressant ce qui est dit. Mais en fait, on va voir l'humanité a plus d'attrait pour des philosophes comme Hegel, comme Spinoza, comme Platon, qui ont une vision téléologique du monde, qui ont une vision beaucoup plus ouverte, moins fermée en fait que ces philosophes-là. Bon, voilà. Comme l'appelait Voltaire, philosophe mineur mais démesurément influent, est resté célèbre pour son projet pour rendre la paix perpétuelle en Europe. Ah, c'est lui alors, le projet pour la paix perpétuelle. Je pensais que c'était Rousseau, mais en fait c'est lui. Où il suggère la mise sur pied d'une fédération européenne chargée d'arbitrer les conflits entre États membres et d'empêcher ainsi tout conflit armé. Voilà. Ben évidemment, et c'est pas Voltaire qui a imaginé ça. Et au fond, ce qu'a imaginé Voltaire, je ne sais pas si c'est réalisé aujourd'hui, mais en tout cas, ce qu'a imaginé l'abbé de Saint-Pierre est réalisé aujourd'hui. On le réalise, cette Europe. Voilà. Mais son principal intérêt est sans doute d'avoir le premier su donner une formulation systématique à l'idée de progrès. Voilà, et ça c'est quand même incroyable. Son idée d'Europe, comme si elle était mineure, mais c'est incroyable, quoi. Bien sûr que l'idée de progrès aussi, donc c'était un hyper intuitif, un hyper inventif. Alors en gestation depuis un demi-siècle. Un progrès conçu comme global, nécessaire et perpétuel, et qui va sous-tendre chacun de ces innombrables projets et démonstrations. Dans les dernières pages de son projet pour perfectionner le gouvernement des États, l'abbé de Saint-Pierre brosse ainsi un tableau d'ensemble de l'histoire humaine depuis les origines. Parce que oui, c'est ça, le problème des utopistes, dont je fais partie, je m'en réclame en fait, en lisant tout cela. Le problème de ça, c'est de pouvoir, c'est de démontrer la logique de cette évolution vers la paix perpétuelle, vers le souverain bien, vers l'âge d'or. Et pour cela, il faudrait pouvoir accumuler. Je sais que l'humanité, elle est apte bientôt, tout de suite, là, maintenant, elle est apte à mettre toutes les connaissances qui ont été faites, tous les progrès qui ont été faits dans un ordinateur, de laisser travailler cet ordinateur et de lui dire où va l'humanité. Et l'ordinateur dira, elle va à sa perfection, son ultime perfection. Pourquoi ultime? Je vous renvoie à la mécanique universelle. Si les ordinateurs ne sont pas encore aptes à ça, dans peut-être 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, 100 ans,
on aura les moyens de pouvoir démontrer cela. Voilà. Se réclamant de l'histoire, de la philosophie et de l'expérience, il reprend, en l'inversant, la vieille théorie des âges successifs pour expliquer que les hommes ont commencé par être dans la pauvreté et dans la disette, l'ignorance et la violence. Le premier temps, vrai âge de fer, ressemble à l'épouvantable état de nature décrit dans le Léviathan de Thomas Hobbes, que l'abbé tient d'ailleurs en haute estime. Eh bien, je pense comme ça. Comme chez Hobbes, mais c'est pas pour ça que on n'est pas supérieur aux autres primates, aux primates naturels. Et quand on était des primates naturels, on n'était pas inférieur à ce que nous sommes. C'est pas des questions de qualité, parce que tout est parfait en somme. La seule chose, c'est que ce qu'on a gagné, c'est la possibilité de développer notre conscience en diminuant les dangers de la nature auxquels sont soumis les autres primates, le fait de devoir passer un temps considérable à sa nourriture, à se nourrir, etc., à se bagarrer pour la domination, enfin, etc. Tous ces états-là empêche d'aller vers le spirituel, de la réflexion, etc., etc. Donc tout cela a été c'est un avantage. Et d'ailleurs, dans ces émissions Retour vers la nature ou l'âge primaire, les hommes, ils tiennent pas longtemps, quoi. Voilà, on peut pas. C'est fini, on n'est pas dans ce mécanisme. Donc tout ce qui a été gagné entre cette période où nous étions des primates naturels et aujourd'hui, c'est énorme. Et ça a du sens. Mais voilà, ça ne nous met pas supérieurs à nos cousins primates. Voilà, nous sommes, et sur certains points, nous sommes inférieurs, peut-être sur leur bienveillance, sur leur non-perversion, leur non-méchanceté gratuite, leur non, etc. Ils sont supérieurs sur beaucoup de plans. Ils sont beaucoup plus proches de l'immédiat. Ils ressentent les choses comme ça. Leur regard est peut-être beaucoup plus pur quand ils se regardent, quand ils s'épouillent, quand ils se... Voilà. Ils ont moins de complexes, ils ont moins... etc., etc. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait leur envier. La façon d'éduquer les enfants. Ils n'ont pas des déviances comme nous, on pourrait avoir, où certains maltraitent leurs enfants. Ou voilà, bon, bref. On n'a pas à se sentir supérieur dans les choses, mais on est différent et on a notre rôle dans la différence. Comme chez Hobbes, c'est la crainte d'être tué ou pillé et le désir d'être mieux, d'augmenter leur bonheur, qui va peu à peu pousser les hommes à sortir de leur isolement pour tisser des liens sociaux de plus en plus denses et étendus. Car c'est leur intérêt qui meut les hommes. Ceux-ci ont le désir, mais aussi le devoir, moral et social de faire toujours ce qui leur est le plus avantageux. L'abbé de Saint-Pierre étant persuadé que de la combinaison de ces intérêts individuels naîtra forcément le bonheur collectif. À cet égard, le progrès de la raison permet de discerner et de choisir toujours les parties les plus profitables, tant pour la diminution des maux que pour l'augmentation des biens de la vie. Les hommes, estime l'abbé, seront donc de plus en plus capables de choisir la meilleure solution, de plier leur comportement à leur véritable intérêt. Et c'est ce que je dis sur la mécanique universelle. L'évolution du comportement, la maîtrise de notre comportement, c'est un des fondements de notre base. Et c'est justement cette certitude qui lui permet d'annoncer l'adoption prochaine de son plan de paix perpétuel.
Alors ça, c'est quand même incroyable. Le projet de paix perpétuelle en 1700 et quelques, c'est quelque chose de tout simplement extraordinaire. Cette adoption reproduirait au niveau international le passage initial de l'état de nature à un état politique, réglé et pacifié, ce qui signifie que l'arbitrage européen, qui assurera cette paix, sera aussi profitable aux différents États que le fut à l'origine la naissance des sociétés pour les individus isolés. Aussi avantageux et par conséquent aussi nécessaire, la démonstration de l'abbé a pour but de souligner le parallélisme, l'analogie entre ces deux passages, au début et à la fin de l'histoire. Et on retrouve cette pensée chez Fukuyama, par exemple. À terme, les souverains ne sauraient manquer de comprendre l'intérêt d'un tel arbitrage, et ils ne pourront donc que l'adopter. Et il avait raison, en 1700 et quelques. C'est quand même assez incroyable de voir l'avant-gardisme de ce curé, quoi. C'est tout simplement incroyable. Et c'est là où on voit que, bien souvent dans l'histoire de la philosophie, des philosophes sont négligés. On entend très peu parler de lui. On entend beaucoup parler de Voltaire, qui était à la même période et qui était dans une pensée tout à fait opposée. Il pensait que voilà, les progrès humains n'allaient pas dans le bon sens ou qu'ils n'aboutiraient pas. Et donc c'est quand même assez particulier. Bon, je continue. Supprimant les conflits internationaux, cette décision ferait alors entrer les États européens dans l'âge d'or, puis à leur suite tous les autres peuples. Et c'est ce qui est en train de se passer tout simplement. D'où l'unification, enfin c'est du moins ce que je décris sur la mécanique universelle et c'est ce que j'essaie de défendre. C'est mon point de vue. D'où l'unification de l'humanité sous l'égide de la raison, l'entrée dans une espèce de paradis sur la terre, peuplé de saints qui jouiront d'une félicité éternelle. Voilà. Abbé de Saint-Pierre, Annales politiques, Londres 1747, etc. Voilà. Voilà pour la première partie de ce travail. Je lirai, ça c'était donc l'introduction, je lirai le petit extrait qui vient dans la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre écoute et à très bientôt. Merci.